Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire de l'annuaire QVT. Je suis Sonia Rive, donc la fondatrice de l'annuaire QVT, un réseau de professionnels dans le milieu de la qualité liée au travail. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je laisse tout le monde entrer dans la salle virtuelle de notre webinaire. Je suis très heureuse d'avoir eu autant de participants et d'inscrits surtout aujourd'hui à ce webinaire sur le triptyque du bien-être au travail. Sacré sujet, gros challenge de balayer 3 gros thèmes de bien-être au travail et de santé au travail sur ce webinaire-là. Donc, je vous laisse m'envoyer un petit message via le chat pour me dire que vous êtes bien là et que tout a bien démarré. Je suis en compagnie aujourd'hui de Julien Pupier, qui est le cofondateur de Hike, Nicolas Merlot, le cofondateur de TIL, et Arnaud Sior, fondateur de la société Fitness Academy. Et tous, bien sûr, sont là pour vous parler de leur propre expertise. On rentre très vite dans le sujet, ne vous inquiétez pas, je laisse tout le monde arriver. Bonjour, super, je vois que beaucoup de personnes ont commencé à prendre en main le chat. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, nous dire d'où vous venez. C'est toujours intéressant quand on est à distance comme ça, de savoir où vous êtes localisé. Personnellement, je suis du côté du sud-ouest. Et je sais que Julien, Nicolas et Arnaud représentent plutôt Lyon et Paris. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais, je ne vous représente pas exactement tous les profils, mais ils sont là, ils se représenteront d'eux-mêmes. Je vais vous énoncer quelques règles pour ce webinaire et histoire d'être tous d'accord sur ce format-là. J'ai mis une petite image de tennis derrière pour rappeler le côté règle. Je suis un peu fan de Roland Garros, donc je me suis un peu lâchée. Donc, vos micros et vos vidéos sont coupés, chers participants. On ne peut pas faire participer tout le monde par oral et mettre les vidéos de tout le monde, sinon on ne s'en sortirait pas. Vous êtes plusieurs dizaines de connectés. Et donc, à votre disposition, vous avez le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà pris en main le chat, mais continuez, n'hésitez pas à nous laisser des petits mots dans le chat et d'échanger justement avec nous via ce chat-là. Moi, je le regarde en permanence. Donc, allez-y, utilisez-le. Et vous avez également un onglet questions. Si vous voulez laisser des questions pendant le webinaire, des questions pour nos intervenants, rentrez vos questions dans cet onglet questions. On vous a laissé 15 minutes à la fin de ce webinaire, à la fin de nos échanges, pour répondre en direct à vos questions. Et donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Par contre, on ne s'arrêtera pas au courant du webinaire pour y répondre, sinon on perdra le feed, mais on se garde cette partie-là à la fin. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous via ces outils-là, c'est fait pour. Si c'est OK pour vous, on y va, on ne perd pas plus de temps. Laissez-nous un petit OK dans le chat et on démarre. Super. Donc, le sujet du jour, parce qu'effectivement, avec les webinaires de l'annuaire QVT, on balaye pas mal de sujets. Aujourd'hui, on est sur le triptyque du bien-être au travail. J'ai failli même écorcher le nom. Sacré sujet. Souvent, la notion de bien-être au travail est balayée d'un coup de revers de main assez violent. Mais aujourd'hui, on a décidé justement de prendre le taureau par les cornes et de parler de ce sujet-là. Il faut savoir qu'une politique de bien-être au travail permet quand même de réduire les risques psychosociaux, d'agir sur le climat collectif et la motivation dans le travail. Donc, je vais pas m'étaler un peu plus que ça sur l'introduction. Je vais laisser nos intervenants se présenter en 1 minute 30 chacun. Je vous laisse sacré exercice. Nous dire un petit peu qui vous êtes, quelle société vous avez créée, parce que vous êtes tous les 3 cofondateurs. Et quel est le lien avec la thématique du jour. Qui se lance en premier? J'y vais? Allez, Ok. c'est parti. Bon, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pendant votre pause déjeuner. Moi, j'ai pas encore mangé, mais je mangerai après. Qui je suis? Moi, je suis Nicolas, un des 4 cofondateurs de TIL. TIL, on est une plateforme de bien-être mental. Donc, en fait, moi, mon travail, et d'ailleurs, je suis pas tout seul, c'est d'aider les équipes RH à prendre ce sujet du bien-être mental avec évidemment bienveillance, mais aussi impact.
en effet, vous verrez, hein, on en reparlera, on est au-delà d'initiatives un peu isolées. Et donc, nous, concrètement, on va aider les collaborateurs à prendre soin d'eux de manière individuelle, mais on va aussi accompagner l'entreprise au niveau collectif pour mettre en place cette politique en différentes étapes. Moi, personnellement, donc j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant, je vais voir un psy et je suis entouré de on est 4 cofondateurs, on est 20 dans l'entreprise. On a levé 2 millions d'euros, on a fêté nos 1 an et on travaille avec plus de 50 clients, des startups et des grands groupes comme Sanofi par exemple. Ouais, très très belle start-up qui est en pleine croissance, que j'ai eu la chance de rencontrer sur un salon Préventica l'année dernière, il me semble. Et je suis très contente justement de t'avoir autour de cette table ronde virtuelle, Nicolas. Merci pour ta présence et merci de représenter la santé mentale dans ce triptyque. Merci Sonia. Alors, Julien, Arnaud. Vas-y Arnaud, vas-y. Allez Arnaud, c'est parti. Alors bonjour tout le monde, moi je suis Arnaud Sior et effectivement je suis le fondateur de Fitness Academy. Donc Fitness Academy, c'est une société qui est née en 2005, donc une expérience dans le sport de haut niveau puisque j'ai été champion du monde de fitness et puis plusieurs fois champion de France. Donc ça je le mets un petit peu en aparté, mais c'est pour dire que je connais vraiment bien le milieu du sport. Et en fait, pour faire un lien par rapport à Nicolas et à Julien, en fait par le corps, on va chercher à être bien dans ce que l'on fait parce qu'on a de l'énergie. Donc, il y a plusieurs grosses thématiques que l'on fait en entreprise, en organisation et même dans les écoles de commerce parce qu'on apprend aux futurs cadres dirigeants à gérer leur véhicule corporel parce que le véhicule corporel, on en a un, on ne peut pas en changer. Il faut en prendre soin parce qu'il doit tenir toute la vie et puis surtout être plein de ressources et d'énergie. Donc, pour être bien sur son développement psychologique, pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps. Donc, c'est bien connu par tout le monde, mais encore faut-il savoir comment faire. Et donc, nous, on intervient dans les entreprises, dans les grands groupes, puisqu'on y installe des salles de sport. C'est un des premiers exercices que l'on fait. Mais on fait aussi beaucoup d'interventions sur des séminaires ou des conférences autour de comment je fais pour lutter contre le stress ambiant, lutter contre le fait que je suis tout le temps fatigué, contre le fait que je n'arrive pas à me prendre du temps pour moi, à me dégager une petite activité physique. Eh bien, en fait, on intervient sur 3 piliers que sont d'abord bien dormir, gérer son sommeil et savoir comment faire pour vraiment bien récupérer pour ses nuits de sommeil. Ensuite, comment bien manger, parce que si déjà on dort bien, on va manger mieux, on va manger moins de sucre et moins de café pour nous donner des coups de boost permanents. Et enfin, si on arrive à avoir bien dormi, avoir bien mangé, et bien enfin, comment inclure l'activité physique sans que ce soit trop chronophage pour être vraiment en pleine forme et opérationnel dès le réveil et avoir vraiment envie de changer le monde tous les jours parce qu'on a justement l'énergie pour le faire. Super. Merci Arnaud pour cette belle introduction. On voit que tu es passionné et vraiment là, ta casquette d'expert en santé physique et en bien-être physique est complètement incarnée. On va passer aux présentations de Julien qui nous fait l'honneur de représenter une expertise dans toute cette sphère du bien-être et de santé au travail qui est peut-être moins connue que la santé physique et la santé mentale. Donc, on ajoute à ce triptyque la santé financière qui génère aussi énormément de stress. Julien, je te laisse te présenter auprès de nos participants. Oui, merci beaucoup Sonia. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis le cofondateur de la société Hike. Hike, c'est une application qui est dédiée au bien-être financier des salariés, puisque effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un oubli à ce niveau-là, qu'on ne pensait pas forcément à cette thématique. Donc nous, avec mon associé, ça fait 10 ans qu'on travaille dans le milieu financier. On a rencontré en fait des milliers de personnes avec qui on a pu donc échanger bien évidemment et conseiller ces personnes-là. Et en fait, on a fait un constat tout simple. On a fait un constat qu'en France, il y avait un gros manque de culture financière. Avec ça, un gros manque de temps. Et en fait, quand vous mélangez tout ça, eh ben, ça peut amener des situations de stress donc liées à cette thématique financière. Et donc voilà, donc nous, on a voulu créer cette application pour venir
soutenir, accompagner les salariés sur cette thématique. D'accord. Merci Julien. On va rentrer dans le vif du sujet du triptyque du bien-être au travail. Il faut savoir que le bien-être, c'est un sentiment général de satisfaction et d'épanouissement dans et par le travail. Et on a remarqué ces derniers temps, je pense que beaucoup d'entre vous sont tombés sur cette étude des chiffres de la DARES qui sont tombés assez moi, qui m'ont vraiment surpris. 20% de hausse des démissions entre juillet 2019 et juillet 2021. Est-ce que c'est représentatif d'un mal-être au travail, un dysfonctionnement en tout cas? Nicolas, par exemple, tu t'expliques comment cette hausse des démissions sur des postes quand même qui sont assez en tension en plus. C'est vrai que c'est intéressant de constater cette évolution et d'ailleurs aux États-Unis, elle est tellement constatée qu'elle est brandée, disons, ils l'appellent The Great Resign, le grand départ, je ne sais pas comment elle le traduire en France. Donc il y a des débats de savoir si elle vient en France ou pas. Moi, je vais pas rentrer là-dedans. Par contre, ce que je peux vous partager, c'est un peu l'expérience personnelle et ce que je vois aussi auprès de mes clients. En fait, on voit que pendant le Covid et pendant la crise, évidemment, il y avait une telle insécurité que personne ne partait. Du coup, on serrait un peu plus les dents en attendant que ça se passe mieux pour voir ce qui allait se passer. Un deuxième aussi point pendant le Covid, c'est que la vie pro et la vie perso sont complètement brouillées. C'est-à-dire qu'on travaillait dans son salon ou parfois même avec son enfant sur les genoux. Et donc, évidemment que ça a un peu chamboulé, disons, les compartiments qu'on avait, disons, dans notre tête, en l'occurrence, jusqu'alors. Et donc, la conséquence, c'est 45% des collaborateurs qui se déclarent en détresse psychologique. Et donc, forcément, quand la crise du Covid est un peu plus, disons, sur la fin, les collaborateurs se posent des questions. Est-ce que en fait, je suis vraiment heureux? Est-ce que mon travail, le fait que ça influe autant sur ma vie personnelle, est-ce que c'est OK? Est-ce que j'ai envie de ça? Et donc, voilà, un peu plus de remise en question. On se met moins de hier, quoi. Oui. Et du coup, c'est directement relié donc à un mal-être, quelque chose qui fonctionne mal. Comment on le définirait d'ailleurs, ce mal-être? C'est un terme qui est assez… En tout cas, sur notre sujet de mal-être mental ou de bien-être mental ou de santé mentale, et d'ailleurs, ça va, je vais plutôt partir de la santé mentale. En gros, la santé mentale, c'est un état de bien-être. En France, on croit que santé mentale égale burn-out, égale maladie et parfois égale folie. Alors qu'en fait, c'est comme avec la santé physique. C'est un spectre qui est large. Donc, il y a en effet des gens en santé physique qui ont la jambe cassée. Il y a des gens en santé mentale qui font un burn-out. Et il y a des athlètes de haut niveau en santé physique. Et en santé mentale, c'est pareil. Il y a des gens qui sont dans un bien-être pur. Après, pour rentrer un peu plus dans le détail sur le sujet bien-être mental, il y a 5 dimensions qui le définissent. La première, c'est la gestion des émotions, du stress. Donc ça, c'est… Voilà, tout le monde connaît un peu ce que ça veut dire. Il y a l'acceptation de soi. Donc ça va être tout ce qui est confiance en soi, comment on se ressent nous individuellement. Il y a les relations aux autres qui forcément ont un énorme impact sur le bien-être mental. Il y a la résilience. Donc ça, c'est la capacité à faire face quand il y a des événements compliqués qui arrivent. Ça peut être des événements pro ou perso, évidemment. Et il y a l'épanouissement, donc comment on va plus se projeter sur l'avenir. Donc, c'est ces 5 dimensions qui chez nous définissent et en fait qui reprennent, si tu veux, la définition de l'OMS de la santé mentale. D'accord, très bien. Et c'est vrai qu'il y a toute cette dimension de santé mentale qui est assez importante et qui est à mettre en lumière sur cette hausse des démissions, etc. Et est-ce que vous voyez autre chose, Julien, Arnaud, qui pourrait justement expliquer cette hausse des démissions en fait, et moi, ce mal-être au travail? Pour ma part, pour intervenir beaucoup en entreprise, un peu à l'instar de Nicolas, c'est vraiment que les personnes sont désalignées. C'est-à-dire que vraiment, ils ont cette perte d'alignement. On parle souvent de l'alignement tête, corps, cœur. Et bien en fait, entre l'énorme stress qu'ils prennent au niveau de la tête et l'envie de faire énormément de choses, le cœur, ce qu'ils ressentent et les émotions, et puis le corps, ce qui leur permet de bouger tous les jours. En entreprise, on a même changé le mot, parce que là, la thématique, c'est le triptyque du bien-être.
Et bien en fait, maintenant, on est en train d'introduire une notion qui est un peu plus proactive, qui est le mieux-être. C'est-à-dire que les personnes ne veulent pas forcément d'un état de mal-être à bien-être. C'est plus, c'est pas que je suis mal, c'est pas que je suis bien, je suis dans un espèce d'entre-deux là. En fait, je veux changer des choses. Donc, des fois, c'est peut-être la démission qui peut être la solution, ou des fois, pas du tout. Certains, d'ailleurs, le regrettent. C'est assez intéressant de le noter. Mais enfin, ils veulent changer des choses parce qu'en changeant, ils vont provoquer ils vont aller vers un état final désiré qui, pour eux, sera forcément mieux. C'est pas toujours vrai que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais en tout cas, on parle maintenant de mieux-être. Et donc, par des petites actions quotidiennes. Et je prends juste un exemple, c'est que quand on intervient en société, nous, on a tout un tas d'outils qui permettent de mesurer l'âge des personnes, mais pas l'âge calendaire. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai 45 ans, mais en fait, quand je me mesure avec les outils qu'on a de diagnostic, en fait, j'ai 30 ans. C'est-à-dire que je prends soin de mon sommeil, mon alimentation, mon activité physique, et en fait, par rapport à tout ça, je me sens bien, non seulement dans ma tête, et Julien, on verra des finances plus tard, mais en tout cas, je me sens bien. Et donc, mon corps, par rapport à toutes les mesures, mon corps a 30 ans et je me sens encore vraiment plein d'énergie. Et bien, en société, c'est tout à fait l'inverse. On rencontre des personnes qui ont 45 ans calendaire, oui. Mais par contre, quand on fait les mesures sur eux, en fait, leur corps, il est déjà cramé. Et ils ont déjà 60 ans. Ils sont déjà psychologiquement dans une démarche d'épuisement professionnel qui les mène à la retraite. Et la retraite, c'est la sortie du cadre professionnel. Donc, peut-être qu'une démission n'est que une planche de salut pour eux, pour juste prendre un temps de respiration et se sauver. Mais il y a d'autres solutions. Il faut anticiper par rapport à ça. Ouais. Alors, on voit bien justement comment s'imbrique un petit peu la santé mentale, la santé physique ici. Mais il y a une vraie systémie, en fait, dans tout ça. C'est des rouages qui vont ensemble. Et il y a souvent une thématique dans ce rouage qui n'est pas très abordée, surtout en France. Moi, pour avoir travaillé en Amérique du Nord, au Canada et dans des pays anglo-saxons comme Singapour ou en Angleterre, il y a des sujets de santé financière, je le nomme, ça y est, stop le suspense, qui viennent vraiment, qui sont vraiment inclus comme un levier à part entière de la qualité de vie au travail. Quand on prend les travaux québécois, la rémunération, les avantages aux salariés, la sécurité du salaire, c'est des vrais sujets et ce ne sont pas des sujets tabous comme en France. Ouais, Julien, si on est là ensemble aussi aujourd'hui, c'est pour rappeler que dans ce rouage de santé au travail, santé physique, santé mentale, et là on parle plus peut-être de bien-être, mais c'est de la santé financière. Ouais. Pourquoi on n'en parle pas déjà en France? Et comment expliques-tu que la santé financière est un vrai pilier dans le bien-être des salariés? Oui, on va voir en plus qu'il y a un lien effectivement avec les thématiques de Nicolas et d'Arnaud. Donc effectivement, en France, on a un gros problème puisque l'argent est tabou. Donc on a extrêmement de mal à en parler et encore plus, j'ai tendance à dire, en entreprise. Aujourd'hui, effectivement, dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place justement pour aider ces salariés sur les thématiques financières. Donc pour les accompagner, donc beaucoup d'éducation et puis après d'avoir des coachs ou des experts, peu importe le terme, qui vont venir donc les soutenir, les aider dans ces démarches. Aujourd'hui, on a quand même 65% des Français qui se disent stressés financièrement et ce stress n'est pas qu'une résultante des fins de mois difficiles, pardon. C'est également, j'ai l'arrivée d'un enfant, je divorce, je me marie, je vais acheter ma résidence principale. Bref, il y a plein de thématiques et je prépare ma retraite surtout. Donc, avoir une vision, ce que disait Arnaud aussi. Donc, il y a beaucoup de thématiques en fait qui peuvent amener du stress et sur lesquelles effectivement on n'a pas forcément d'aide qui sont mises en place. On a aussi une chose qu'on parle peu, mais qui existe beaucoup, c'est ce qu'on appelle la génération sandwich. C'est la génération qui doit s'occuper de ses enfants, donc préparer les études des enfants et ainsi de suite, et également de s'occuper de ses parents qui sont souvent en fin de vie ou dans des EHPAD où il faut s'en occuper. Ils sont encore chez eux, mais il faut s'en occuper. Et tout ça génère bien évidemment du stress. Et donc, comme je le disais, en fait, c'est un lien puisque ce stress financier
va découler en fait sur des problématiques d'isolement, parce que souvent quand on n'ose pas trop en parler, et comme je le disais surtout en France, donc on va s'isoler, on va s'exclure un petit peu donc, de ses collègues en milieu de travail. Ça peut amener des problématiques, donc là on va dire plus mentales, où voilà, on se renferme sur soi. Et puis après des problématiques, on va dire la plus physique, où effectivement je vais moins bien dormir, je vais donc générer ce stress qui va m'éviter de faire trop de mouvements justement et de pas être actif. Donc c'est vraiment, il y a vraiment du lien entre guillemets entre nos trois, enfin nos deux, avec mes deux collègues pardon, sur qu'est-ce que génère le stress et comment on pourrait aider à résoudre pour ma partie cette thématique. Oui, surtout qu'on voit que finalement, la question du pouvoir d'achat, de la rémunération, est un sujet quand même un des plus importants pour les Français. On l'a vu ces dernières semaines. Ouais, j'ai tendance à dire, on est en plein dedans en plus. Et ça génère vraiment un stress important. Et on va rajouter la déclaration d'impôt pour certains qui est une source de stress pour bien remplir ces impôts. Ouais. Donc voilà, en ce moment, on est en plein dedans, effectivement. Ouais. Très bien. Mais du coup, là, on parle justement beaucoup de stress. Donc, moi, ce qui me vient en premier, mais comment être dans une culture de prévention et être dans du mieux vaut prévenir que guérir et pas être dans du curatif. Arnaud, qui est complètement justement... je trouve que l'illustration de la santé physique est très parlante en fait en termes de prévention. Tu peux nous dire justement quelles sont selon toi les meilleures manières de prévenir du stress, prévenir de la gestion en fait du stress et de la santé justement au travail? Eh bien en fait, pour répondre à cette thématique, on va faire une petite ellipse, on va voyager. En fait, dans les pays asiatiques, on se rend compte que les personnes sont en forme et elles sont en forme longtemps. Mais en fait, c'est parce qu'ils font de l'activité physique à tout âge. Donc, de leur jeune temps jusqu'au plus âgé, même les personnes âgées se rejoignent dans la rue pour faire des mouvements. Alors, c'est du tai chi, c'est du qigong, des pratiques comme ça. Mais en fait, ils font ça pourquoi ? C'est parce qu'ils veulent rester en forme et ils n'ont pas l'assurance maladie française. C'est-à-dire qu'en France, je dirais pas malheureusement, parce que l'assurance maladie, elle a des bienfaits, évidemment. Mais les gens se cachent trop derrière ça, à se dire que c'est pas grave si je prends pas soin de ma santé. De toute façon, j'ai l'assurance maladie qui me remettra en forme si j'ai besoin. Eh bien, en fait, je pense que vraiment, il faut se dédouaner de cette responsabilité collective pour aller vraiment vers une responsabilité individuelle et se dire que vraiment, la santé, c'est quelque chose dont il faut prendre soin tout au long de la vie. C'est-à-dire que quand on voit que dans les jeunes générations de petits Français, là, on a de plus en plus de jeunes, et voire de très jeunes, qui sont en train d'exploser l'obésité française. On est en train de rejoindre les pays anglo-saxons par rapport à la malbouffe, la non-pratique sportive et la surconsommation d'écran. En fait, si on part de ce constat-là, alors là, on a une explosion des cas d'obésité et des cas de mal-être psychologique parce qu'enfermés dans des applications toute la journée, dans les réseaux sociaux qui désociabilisent et qui isolent. Donc, en fait, pour recentrer tout ça, il faut refonder la base de la pratique sportive pour que tout le monde soit un pratiquant quotidien. Je ne vous demande pas non plus de faire 1 heure de footing tous les jours, ce n'est pas du tout l'idée, mais c'est des petits tips de santé physique à faire tous les jours, des petits exercices de respiration, ça prend 30 secondes, des petits exercices d'autograndissement, ça prend 30 secondes, le fait d'avoir quelques petits tips quand on se brosse les dents, de faire un petit peu de renforcement musculaire, c'est vraiment des petits shots très facile à inclure dans sa vie quotidienne qui fait qu'on change complètement de paradigme et on se sent bien dans son corps. Et encore une fois, j'insiste, c'est une redite, désolé, mais si on est bien dans son corps, on finit par être mieux dans sa tête parce que si je vais bien, tout va bien, par juste le mouvement, revenir à la base, le mouvement. Ouais. Alors là, c'est le serpent qui se mord la queue, justement. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule en premier? C'est toujours pareil dans des rouages systémiques comme ça. Et justement, Nicolas, je vais te laisser la parole et je vais te demander justement comment l'employeur et au travail, on peut prendre en main la santé mentale. Et peut-être que tu nous diras qu'il faut partir de la santé mentale et ça permettra d'aller juste
d'aller plus vers le mouvement et l'activité physique et une meilleure gestion financière. Mais en fait, c'est génial, je trouve, chacun en fait entre dans cette systémie par la porte qui lui semble lui convenir le plus. Et du coup, Nicolas, comment on fait pour prévenir avant qu'il y ait de la casse, justement, au niveau de la santé mentale? En fait, c'est marrant, en effet, tu as raison, c'est très lié évidemment à la santé physique. Nous, on aime bien aussi faire un peu le parallèle. C'est vrai qu'Arnaud, tu vas me dire que peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a ancré en nous plus de réflexes de prévention sur sa santé physique qu'il y en a en santé mentale. Typiquement, en santé physique, on sait qu'on doit bien manger, on sait qu'on doit faire du sport régulièrement. On se lave même les dents, tu vois, tous les jours pour pas avoir de caries, qui est un vrai geste de prévention de santé physique. La santé mentale, en réalité, si on te dit comment tu prends soin de toi tous les jours, bon, c'est plus flou et parce que on n'a jamais appris à l'école ce que c'était et donc cette difficulté-là, ce tabou, elle est hyper présente aussi pour les RH parce qu'en fait, eux, on leur dit, ok, il y a un problème, nos baromètres ils sont au bas, qu'est-ce que tu fais pour la santé mentale dans l'entreprise? En vrai, elles ne sont pas formées pour et elles sont un peu tiraillées entre à la fois les collaborateurs qu'elles doivent aider, mais aussi l'entreprise qu'elles doivent respecter et pour laquelle elles travaillent, parce qu'elles sont quand même du côté de l'employeur. Et donc, sur ce côté de prévention, c'est vraiment le truc le plus intéressant et le plus passionnant. Sur en tout cas le sujet de la santé mentale, traditionnellement, on a commencé avec les lignes d'écoute, les numéros verts. Donc ça, c'était plus une question d'urgence. Après, il y a eu une vraie notion d'accessibilité. Okay, comment on rend encore plus disponible ce soutien mental? Donc là, il y a eu des places de marché de thérapeutes qui sont venus et mis en place dans l'entreprise, ce qui était très bien, mais c'était encore que quand il y avait un problème que les gens allaient voir. Comment on fait pour aller au-delà et faire en sorte que les gens prennent soin d'eux avant qu'ils aient un problème? Là, c'est tout l'enjeu. Et en fait, il y a deux manières de le faire. La première, c'est individuel. Il faut personnaliser, si vous voulez, l'approche. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre ce que les collaborateurs veulent et leur donner les outils au bon moment pour qu'ils prennent soin d'eux. Parce que faire de la prévention, en fait, par définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils vont s'intéresser au sujet sans avoir de problème. Et donc, si, par exemple, je n'ai pas de problème, je ne vais pas avoir d'urgence à prendre soin de moi. Donc, en fait, la compréhension de l'état actuel mental du collaborateur pour l'aider, lui, est très, très importante. Donc, ça, c'est le premier point. Suivi individuel très personnalisé. Et le deuxième, c'est qu'on en parlait, la RH est tiraillée, elle doit aussi servir l'entreprise. Et en fait, elle doit accompagner ce changement. Ce n'est pas juste je vous mets quelque chose, je vous mets des outils à disposition. Derrière, il faut que je communique sur ces sujets, évidemment dans l'entreprise, ça c'est la chose la plus facile, mais aussi comprendre en fait les besoins collectifs des équipes, mesurer l'intensité du problème et agir dessus avec des actions collectives. Donc ça peut être des groupes de parole, des formations, des ateliers qui en fait vont se compléter. Ouais. L'enjeu, c'est vraiment l'éducation, la sensibilisation. Et d'ailleurs, ça me rappelle ce qu'Arnaud nous disait au tout début, qu'il agit aussi au sein des écoles. Donc, avoir une culture de prévention dès le plus jeune âge et de sensibiliser, d'éduquer au plus jeune âge et les parents, les futurs parents, je trouve que ça peut être effectivement une belle solution. Julien, je vois le temps qui file, c'est incroyable. On connaît peut-être moins les risques liés justement à la santé financière des salariés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur quels sont les risques si on ne se préoccupe pas de ce sujet en entreprise, si l'employeur ne s'en saisit pas? Oui, complètement. Donc, on a vu effectivement les risques qu'il y avait pour le salarié, qui pouvaient amener sur des risques physiques ou mentaux. Mais effectivement, pour l'entreprise également, il va y avoir un risque puisque une personne qui n'est pas, entre guillemets, à 100% dans l'entreprise, vous l'avez compris, elle est démotivée, forcément. Il peut y avoir un risque d'absentéisme, un risque de turnover, de partir de l'entreprise, puisqu'à un moment donné, on n'est plus forcément bien pour faire son travail. Donc, forcément, à un moment donné, soit on peut se faire remercier ou partir de soi-même. Donc, en fait, on a un risque qui est assez important pour l'entreprise puisque
on a considéré, c'est pas moi, hein, il y a une statistique là-dessus qui a été faite par YouGov qui dit qu'il y a quand même 7 jours de non-productivité qui est dû justement à ce stress financier. Oui. Donc, ça représente une perte financière pour l'entreprise puisque effectivement, les collaborateurs ne sont plus à 100% dans leur activité. Et donc, effectivement, il y a réellement un risque là-dessus. Quand on a pris beaucoup de temps pour former un collaborateur et qu'on a, on a consacré de l'argent et du temps à ce collaborateur, on n'a pas forcément très envie de le voir partir. Ce qu'on est en train de vivre, entre guillemets, et effectivement, mais Arnaud a un poil raison, c'est qu'il y a un petit retour en arrière, c'est-à-dire que les gens qui sont partis sont pas forcément satisfaits d'être partis, mais on s'est quand même rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de départs actuellement. Et pour les entreprises, c'est assez contraignant de voir tous ces départs, puisque on a mis du temps et de l'argent sur ces collaborateurs. Donc, le mieux, c'est quand même de prévenir, justement. Donc, c'est ce qu'on évoquait là avant. Et prévenir, donc, nous, sur la partie financière, il peut y avoir plusieurs manières. La première des manières, Nicolas l'a dit, hein, c'est assez simple aussi, c'est la communication. Extrêmement simple d'essayer de communiquer justement sur cette thématique. Tout ce qui est simple n'est pas facile. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on est sur une thématique qui est encore tabou en France. Et quoique, j'ai tendance à dire la nouvelle génération a beaucoup moins de mal à en parler. Mais on est sur une thématique qui est assez compliquée d'évoquer. Donc, il faut essayer de libérer la parole là-dessus. D'accord ? Essayer de repérer des signaux aussi des collaborateurs qui s'isolent, qui ont des tempéraments où on peut se dire, il y a peut-être une problématique à ce niveau-là. Typiquement, des demandes d'avance sur salaire, des demandes sur, moi j'aimerais retirer mon plan d'épargne d'entreprise. On a beaucoup de DRH qui nous disent, en fait, les collaborateurs nous font des demandes là-dessus, mais en fait, ils ne peuvent pas parce qu'il y a des contraintes, en fait. Donc, bref, il y a plein de petits signaux qui peuvent aider les DRH à se dire, là, il y a peut-être un petit sujet là-dessus. Est-ce que la transparence, justement, des grilles salariales dans l'entreprise permet de lever le tabou, justement? C'est déjà un premier pas dans une entreprise qui applique un peu cette charte de transparence des salaires? Complètement. Nous, on préconise vraiment, justement, cette transparence. Puisque, en fait, ça va éviter de créer des tensions entre collègues. De se dire, toi, tu as une augmentation, tu as eu ci, tu as eu ça. Bref, l'idée, c'est vraiment d'être transparent et de dire, voilà ce qui s'est passé cette année sur les augmentations salariales, sur les embauches, pourquoi on a embauché à tel niveau. Donc, d'avoir effectivement cette transparence est déjà un premier pas pour éviter déjà des querelles entre collègues et puis des incompréhensions qu'il pourrait y avoir dans l'entreprise, effectivement. L'égalité des salaires femmes-hommes, etc. sont des sujets justement qu'on peut traiter pour lever les risques. Très bien. Je vois les minutes défiler. On va rentrer dans une thématique justement qui peut être assez intéressante. L'employeur a effectivement des responsabilités en tant qu'employeur. Ils sont garants de la santé, de la sécurité des employés. Donc, ils ont des choses à mettre en place et notamment, on a des lois, les dernières lois sur les RPS qui sont sorties et qui ont été mises en œuvre au 31 mars encadrent quand même pas mal la gestion des risques. Mais comment le salarié lui-même, parce que j'imagine qu'effectivement l'employeur a des responsabilités, mais en tant qu'individu, on est aussi responsable de son propre bien-être, on peut être acteur de son propre bien-être. Rapidement, parce qu'on a déjà dépassé le timing, est-ce que vous pouvez vous exprimer sur comment le salarié lui-même peut être acteur de son propre bien-être,
sur ce triptyque, donc sur la santé mentale pour Nicolas. Allons-y, allez, je lance. Ok, je commence. Est-ce qu'il y a même des outils, des petites techniques qu'on peut utiliser en tant que collaborateur? Oui, tout à fait. En fait, comme on connaît mal, il faut déjà prendre le sujet avec beaucoup d'humilité et d'ouverture d'esprit. Si on vous parle de santé mentale ou de bien-être mental, ça ne veut pas dire qu'on pense que vous êtes fou, que vous avez un problème, bien au contraire. Une fois qu'on passe un peu ce préjugé, il y a en effet plein de choses qui peuvent vous aider. Nous, on est parti sur les TCC. Les TCC, c'est les thérapies cognitives et comportementales. Donc, en réalité, c'est des sciences du cerveau qui vous aident à comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau et comment vous aider avec des gestes hyper simples à prendre en fait le dessus et à travailler ces comportements. Ben, c'est exactement ce que tu disais, Arnaud, hein, c'est en fait lié son cerveau, ses pensées, son cœur, ses émotions et ses comportements hein, qui sont parfois non désirables qu'on peut avoir. Et donc pour ça, nous, ce qu'on fait, en fait, on met à disposition une application mobile où chaque collaborateur peut répondre à des questions pour mesurer son état et suivre l'évolution. En fonction de ces réponses, on va lui donner ces outils dont je vous parlais d'éducation et d'action sur sa santé mentale. Et ces outils, ils sont donnés sous forme d'un Netflix de la santé mentale. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est beaucoup de vidéos, c'est très personnalisé. Et l'intérêt, c'est que dans les vidéos, les psychologues qui nous parlent, en fait, on peut les rencontrer en vrai. Donc, si vous voulez, on a réinventé la ligne d'écoute. C'est beaucoup plus simple pour le collaborateur de prendre soin de lui en prévention sur la santé mentale parce qu'il n'appelle pas un numéro vert où il ne sait pas qui est au bout du fil. Il répond à des questions sur lui. Il découvre des petits exercices qu'il peut faire tous les jours qui sont donnés par un psy. Et en fait, s'il voit que le psy lui donne envie de creuser, il peut prendre rendez-vous avec le psy. Ouais. Donc, c'est vraiment ce côté très individualisé et c'est un accompagnement très individuel finalement. Oui, tout à fait. Évidemment, sur ta question de l'empowerment du salarié, évidemment, derrière, avec le RH, tout ça s'accompagne et se travaille en collectif aussi. En 1 minute chacun, Arnaud et Julien, quel est selon vous, comment le salarié peut être acteur de sa propre santé physique, Arnaud? Eh bien, je prends la balle au bon. On est maintenant en 2022, donc déjà, il faut redéfinir la notion de travail. Aujourd'hui, avec le Covid et tout le stress, de toute façon, le mot stress, maintenant, il est envoyé dans toutes les phrases quand on écoute les actualités. Donc déjà, il faut peut-être moins écouter les actualités, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, en 2022, la notion de travail, il faut complètement la redéfinir. Il faut la redéfinir en termes de liberté. Donc, où est-ce que je travaille? Quand est-ce que je travaille? Comment est-ce que je travaille? Est-ce que je suis dans l'entreprise? Est-ce que je suis chez moi? Est-ce que je suis même à un autre bout dans un open dans Paris ou à la campagne? Enfin, tout est à redéfinir en termes de travail, mais déjà, il faut vraiment se recentrer sur la quête de sens. Il faut que ça fasse vraiment sens, mais profondément pour le salarié. Je sers à quelque chose. Je suis utile, je suis complètement aligné avec ma mission de vie. Et c'est des mots forts, mais il faut vraiment être aligné avec ça. Parce que si on a l'impression d'être dans un métro, boulot, dodo et de faire un peu, d'être dans une routine, le cerveau s'ennuie et l'intérêt est cyclique. Donc forcément, ça va finir par un mal-être qu'on va essayer de soigner avec des pansements de pratiques sportives, mais ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Il faut vraiment être aligné avec son sens profond et son qu'est-ce que je veux dans la vie pour moi, ma famille, aussi bien sur les finances que sur le bien-être mental, mais se réaligner. Ouais. Là, donc, se questionner et ressentir en soi. C'est ça. Mais le mot de prévention, il est capital. C'est-à-dire qu'il faut agir en amont de tout ça, vraiment se connaître, aller creuser profondément en soi pour vraiment être aligné et vivre bien le plus longtemps possible. Julien, un petit tips pour que le salarié puisse être acteur de son propre… c'est hyper intéressant là, ce que vient de dire Arnaud, et je vais rebondir vraiment là-dessus, c'est donner du sens également. Donc donner du sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, en fait, vous pouvez flécher votre épargne un petit peu comme vous le souhaitez. Et là, justement, c'est de donner du sens à son épargne, c'est-à-dire où est-ce que je veux la mettre. Et c'est par rapport à ses valeurs à soi. Mais avant ça, et c'est là, nous, l'enjeu, il est vraiment important, avant de donner ce sens, parce que c'est pour nous hyper important, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et ça passera forcément par de l'éducation. Et donc, l'idée, c'est d'avoir justement des choses qui ne vont pas prendre beaucoup de temps dans la journée, parce que
c'est des sujets qui n'attirent pas forcément beaucoup les gens, les finances personnelles. Donc, c'est plutôt d'avoir des choses assez ludiques pour justement apprendre, avoir encore plus de connaissances sur ce sujet et justement pour après, demain, pouvoir donner du sens à ce qu'on veut faire et à quel secteur on veut, entre guillemets, privilégier, ainsi de suite. Super, merci. Je vois le temps défiler, waouh, je me dis, mon Dieu. Donc, j'avais une dernière question sur les ingrédients secrets, en fait, pour vous, mais je pense qu'avec les conclusions qu'on vient de tirer et ces petits tips que vous nous avez donnés, on y a répondu. Je vais passer sur cette question parce qu'on ne va jamais pouvoir répondre aux questions de nos intervenants, des participants dans les temps impartis sinon. Je retiens, moi, de ces échanges que la prévention, l'éducation et le retour finalement à un questionnement individuel est primordial pour garantir un bien-être et un état, en fait, un sentiment général d'épanouissement dans et par le travail, que l'employeur a aussi des responsabilités et il peut déclencher des choses pour pouvoir garantir cet environnement, on va dire, sain et confortable, sécure pour l'employé. Je vous remercie vraiment d'avoir... on aurait pu continuer pendant 2 heures finalement, mais on va devoir s'arrêter là. Merci à vous 3. Et j'ai vu pas mal de questions passer. Restez là, chers participants, parce qu'on a des super questions très intéressantes qui sont tombées au long du webinaire. Donc, on va y répondre. Rapidement, je vous demanderai de faire très synthétique et toutes les questions auxquelles on ne pourra pas y répondre, je vous encourage, les participants qui ont des questions, à contacter nos intervenants sur les réseaux via LinkedIn. Ils répondront à toutes vos interrogations. Donc, j'ai glissé dans le chat leur profil LinkedIn. On est parti sur les questions. Alors, comment repérer les RPS à distance et accompagner ses collaborateurs en 100% télétravail ou en hybride? Comment les repérer? Alors, qui peut nous répondre? Nicolas? Je peux commencer si tu veux, ouais. Ouais, allez. C'est une très bonne question. Il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit de ne pas le mesurer une fois par an, mais d'être au plus proche, parce qu'en effet, ils sont chez eux, donc il n'y a plus les discussions informelles autour de la tasse à café. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est d'avoir un questionnaire que les collaborateurs peuvent prendre toutes les 2 semaines. Et en fait, ils vont pouvoir eux-mêmes individuellement suivre l'évolution et avoir des actions derrière. En fait, c'est ça, il faut enfin rapprocher les questions qu'on leur demande et les actions derrière. Parce que si on leur dit « Ok, t'es pas bien » ou « T'es à 3 sur 10 », bon, bah, ok, cette information remonte à mon manager et je ne sais pas quoi en faire. L'idée, c'est d'avoir des actions individuelles, évidemment, et après, nous, collectives, auprès du RH pour travailler dessus. Et donc, à distance, ça marche très bien parce que, évidemment, c'est sous forme d'une application ou d'ordinateur, et donc c'est faisable chez soi. Super. On passe sur une autre question pour pouvoir vite les balayer. J'ai une question qui est pour Julien. Comment aider les salariés sur leur fragilité financière? Quel droit a le manager de les interroger? Intéressant de savoir justement dans le cadre légal là-dedans. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, déjà, il y a la possibilité de se faire accompagner par une assistante sociale. Donc, ça dépend un peu de la taille et la structure de l'entreprise. Mais effectivement, il y a la possibilité de faire appel à des assistantes sociales qui vont pouvoir aider sur ces thématiques-là. Et après, effectivement, donc le manager a en soi le droit de poser la question. Rien ne l'interdit de savoir si la personne se trouve en difficulté financière. Et après, c'est de pouvoir rediriger sur les bonnes personnes. Parce que les difficultés financières, on a vu qu'en fait, ça peut être vraiment très large. Donc, quand là, moi, je vous parlais d'assistante sociale, on est vraiment sur des problématiques que vous m'avez évoquées, qui sont, on va dire, des vraies fins de mois difficiles, quoi. Donc là, où on va trouver des aides, on va trouver des subventions, enfin pas des subventions, pardon, des aides qui vont être dédiées pour les personnes. Ouais, c'est un travail avec des professionnels finalement aussi. Oui, exactement. Ok. Alors, une question de Cécile Bonny que j'adore au niveau de la question parce que c'est vrai que je la retrouve souvent. Chaque entreprise devrait avoir les 3 finalement et pouvoir aider sur ce triptyque. Effectivement, on disait oui, on doit agir en fait à tous les niveaux. Mais en termes de budget, comment on fait?
Est-ce qu'on doit prioriser? Est-ce qu'on doit éliminer une partie? Ou alors on peut faire des actions finalement avec des budgets relativement corrects pour qu'on puisse engager des actions en fait à tous les niveaux? Qu'est-ce que vous nous répondez à ça? Alors, je peux commencer et vous me compléterez si vous voulez rajouter quelque chose. En effet, il y a peut-être une question de priorisation d'un budget. Hein. On sait que c'est pas inextensible et c'est OK. Après, l'enjeu là, c'est d'investir dans la prévention. Donc, en fait, idéalement, il ne faut pas attendre d'avoir des cas de burn-out, par exemple, pour y aller. Nous, on a pensé à ça chez TIL. On a mis en place un pricing qui se fait en fonction de l'engagement. C'est-à-dire que vous ne payez que pour les collaborateurs qui prennent soin d'eux. Donc, en fait, ce qui est rassurant pour le RH, c'est que du coup, c'est un budget qui évolue avec le temps et avec aussi de l'impact qu'il a et qui peut aussi, du coup, justifier à son CEO. Parce que, évidemment, plus on agit et plus il le voit et plus le budget est là. Ensuite, un deuxième point, il faut évidemment mettre en place des indicateurs d'impact. On met en place une solution, on mesure. Nous, on mesure quoi? On mesure la rétention, on mesure le nombre d'arrêts, la durée des arrêts. Et évidemment, ça, on est capable de voir avec le temps comment ça évolue. Et donc, c'est plus simple pour elle aussi de justifier ce budget-là. Et voilà, c'est deux éléments de réponse. Moi, je vais reprendre la main un tout petit peu sur le budget. Pour moi, c'est un faux problème parce qu'en fait, 1 euro investi dans la forme sportive, forme physique de ses collaborateurs, c'est 4 euros de rapporté en termes de productivité parce qu'après, le salarié est plus impliqué, plus performant, plus présent dans l'entreprise, ou en tout cas plus impliqué dans ce qui se passe. Donc, en fait, oui, effectivement, c'est des sommes à dégager, c'est des budgets importants, j'en ai conscience. Mais par contre, c'est vraiment de la prévention. Donc, en fait, c'est vraiment un investissement qui va se mesurer sur le long terme. Donc, c'est pas des sommes qui sont jetées en l'air et qui ne rapportent rien. C'est vraiment de quelque chose qui va être très important pour les salariés sur le long terme, à s'attacher à l'entreprise et à être attachés parce que justement, l'entreprise est partie prenante de leur bien-être. Après, c'est vrai qu'il y a une réalité terrain RH. Hein. Parfois, les budgets, ils sont malheureusement pas extensibles. Nous, typiquement, là, on devient organisme de formation aussi pour rentrer dans des cases et pour les aider en fait à agir en prévention et aller dans leur sens. Ils m'ont volé mes répliques. Non, j'allais dire exactement la même chose. Ouais. Donc, c'est effectivement, vu que c'est de la prévention, effectivement, c'est un budget qui doit sortir, mais qui va limiter un futur coût. Donc, typiquement, on est sur des choses où il faut y penser. Très bien. Quels sont les points de vigilance sur lesquels les RH devraient travailler? Vraiment les points de vigilance, on nous a demandé ici dans cette question. Donc, je pense qu'on a quand même déjà bien balayé le sujet. Est-ce que vous vouliez, Julien, Arnaud, Nicolas, peut-être des points d'alerte, des choses sur lesquelles on doit vraiment mettre les pleins phares? Ouais, je pense que en fait, c'est déjà des points d'alerte qui sont déjà entre guillemets mis dans les entreprises. Hein. C'est le turnover, l'absentéisme, voilà, c'est déjà des repères qui doivent dire des choses. Mais pour essayer d'être encore plus en amont de tout ça, il faut être vraiment en lien avec ses collaborateurs, avoir une très forte communication avec eux, avoir un espace de liberté d'expression, entre guillemets, hein, de vraiment pouvoir essayer de tout se dire entre managers et collaborateurs, qui va pouvoir mettre des petits éléments qu'on va pouvoir, des petits signaux, pardon, qu'on va pouvoir voir et justement, on va pouvoir appuyer là-dessus, quoi. Ouais. Et je rajouterais à ça, c'est vrai que point de vigilance RH, en fait, ça me fait penser beaucoup aux questions des RH avec qui je travaille. En fait, elles n'ont pas appris à le faire, on ne les a jamais formées là-dessus et c'est un peu un nouveau métier RH, donc c'est pas facile. Moi, ce que je lui dirais à cette personne, c'est en fait, il y a un playbook, il y a une manière de faire qui fonctionne et qui est éprouvée. Parce qu'en fait, les acteurs ou les partenaires l'ont déployé dans des entreprises, donc c'est aussi accepter l'expertise d'une personne et de se dire, OK, en fait, nous, typiquement, TIL, c'est pas juste on met l'application et c'est fini. En fait, c'est 7 étapes avec des process dans tous les sens que nous, on fait et qui sont améliorés avec le temps. C'est alignement des objectifs, évidemment, sensibilisation des managers, onboarding, point de suivi, communication, enfin, c'est sans cesse
ça se rapprend. Et en fait, je pense que c'est important aussi pour les RH de comprendre que c'est pas seulement des outils individuels, mais c'est un accompagnement pour elles, en fait, sur l'année. Et je pense qu'à partir du moment où on voit ces sujets de bien-être, pas sur du one-shot, mais sur du long terme, déjà, c'est un peu plus rassurant pour elles et je pense que c'est une bonne manière de procéder. Moi, j'ai une question pour vous également, que j'ai pas eu le temps de vous poser avant et je vois qu'en fait, on a un peu de temps. Je vous avais un peu pressé, mais en fait, je viens de voir qu'on était bien dans notre timing. Donc, je relance quelques questions. Comment mobiliser l'employeur? Et je parle, enfin, il y a deux questions en une. Comment, en tant que collaborateur, on peut mobiliser l'employeur et nos RH à se lancer dans des démarches d'amélioration du bien-être au travail. Et en tant que RH, et j'ai beaucoup de RH qui viennent se confier à moi et qui me disent qu'ils sont souvent adhèrent complètement en fait aux démarches, mais que la direction n'embarque pas. Alors, est-ce que vous avez des petits tips pour motiver, embarquer et surtout convaincre les directions? Je vais prendre la parole en premier si ça ne dérange pas mes camarades. Eh bien, en fait, pour embarquer tout le monde, du président, directeur général indéboulonnable qui est là depuis des années et jusqu'au dernier petit stagiaire qui vient juste d'arriver, c'est son premier jour dans la société. En fait, on prend, nous, quand on arrive dans une société, on prend la mesure de l'âge métabolique des personnes. Et donc, on essaye d'arriver avec une promesse qui est on va faire rajeunir votre organisation. Mais certainement pas en changeant les personnes, en gardant le même staffing. Donc, on arrive dans des COMEX parfois et on donne l'âge réel des personnes et l'âge ensuite métabolique. Et en fait, on dit, ben voilà, on va mettre en place des thématiques. On va être autour de la nutrition pendant 1 mois. On va être autour du sommeil pendant encore 1 mois. On va être autour de la marche rapide le matin, puis de la respiration. Enfin, on a tout un tas de tips. Je ne vais pas tout expliquer ici, il me faudrait toute la journée. Mais on a tout un tas de tips que l'on met en organisation au service de tout à chacun. Et effectivement, on se rend compte que les effets sont quasi immédiats. Mais quand je dis immédiat, c'est qu'en bout d'une semaine, on a des personnes qui se révèlent et qui se transforment. Et c'est, peu importe le niveau de décision dans l'entreprise et peu importe le niveau de responsabilité dans l'entreprise, on peut tous changer son inclinaison physique et donc repartir vers je rajeunis, je me sens de mieux en mieux tous les jours. Et ça peut se faire par des petites actions, mais vraiment des choses anecdotiques qui font vraiment du bien. Et donc, comment est-ce qu'on peut embarquer tout le monde? C'est sûr que ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que même aujourd'hui, la personne qui est soi-disant dans un rôle RH, qui est soi-disant aidante, demain, ça peut être elle qui va en avoir besoin. Ou alors le président directeur général qui se dit « Oh, je ne sais pas si j'ai envie de mettre du budget là-dedans ». Mais en fait, c'est pour son bien à lui, parce que si son organisation va bien, ça n'ira que trop bien pour lui. Et même lui, ça le déchargera un peu au niveau mental pour prendre du temps sur son physique. Enfin, c'est un cercle vertueux à mettre en place pour toute l'organisation. Et là, tout le monde va bien et tout le monde tire dans le même sens. Tout le monde va vraiment vers le mieux-être et le bien-être. Merci Arnaud. Et d'ailleurs, j'ai une personne, Mika Ferrier-Barbu, qui nous demandait quel est le nom de l'outil justement qui permet de mesurer l'âge physique. Alors, il y en a plusieurs, mais en fait, le principal et celui qu'on utilise de façon très simple, c'est une balance impédance-métrie qui, par tout un tas de mesures physiques croisées, permet de mesurer le taux de graisse, la masse musculaire, la qualité osseuse, l'hydratation, le niveau de stress, les graisses viscérales. Enfin, c'est une cinquantaine d'indicateurs qui permettent de dire en instantané quel âge a le corps. Mais c'est une balance professionnelle, hein. C'est pas celle que vous allez utiliser en achat dans une grande surface, ça marchera pas. C'est vraiment des balances professionnelles qui sont très coûteuses, mais qui pour le coup donnent vraiment des indicateurs extrêmement pertinents et utilisables. Donc, vous mettez sur la balance tous les salariés des entreprises avec qui vous travaillez chez Fitness Academy? Oui. C'est ça. Enfin, c'est un des outils. On en a plusieurs dizaines d'outils, mais ça, c'est l'outil en instantané, je veux dire. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement révélateur. D'accord. Merci Arnaud. Julien, Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose justement sur comment embarquer la direction? Oui. Souvent, c'est les finances qui parlent. Mais est-ce que vous avez d'autres tips pour embarquer la direction? Il y a plusieurs questions, mais en tout cas, oui, sur la direction, je pense qu'il ne faut aussi pas hésiter à se dire
en fait, que la personne une fois que la RH elle a choisi la personne avec qui elle veut avancer, le partenaire, en fait, de laisser le partenaire pitcher au codir. C'est bête, mais nous, systématiquement, on y va nous, parce qu'en fait, c'est super dur pour une RH, non seulement de pitcher une solution qu'elle n'a pas fondée, et en plus de répondre à ces questions un peu qui viennent d'un autre mindset, quoi, qui est très ROI et tout. Donc évidemment que nous, en tant que fondateurs, Julien, Arnaud et moi, on a les réponses à ces arguments. Donc je pense qu'il faut que la RH, elle nous voit aussi comme un allié à ce moment-là du process de vente. Après, pour engager aussi tous les collaborateurs dans le déploiement d'une solution. Nous, on fait un audit. Et en fait, c'est-à-dire qu'on regarde tous les points de contact à disposition pour échanger avec les collaborateurs. Ça peut être l'onboarding, les performance reviews, ça peut être les écrans dans la cafette. Et ensuite, on s'aligne avec des collaborateurs où on fait un programme ambassadeur. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, on leur parle à eux et on leur dit, au-delà de la discussion et des mots du RH, et toi, tes mots à toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Comment nous, on peut accompagner au mieux les collaborateurs selon toi? Et en fait, on va prendre ces mots à lui, on va les mettre dans les points de contact qu'on a identifiés et délivrer un ensemble de communication sur toute l'année. Mais en fait, évidemment, chaque boîte, chaque entreprise est hyper différente. Et donc, là aussi, je pense que la RH, il faut qu'elle s'appuie sur les forces de communication du partenaire. Des alliés, c'est ça. Merci. Julien, on a une question pour toi. La santé financière est-elle mesurée également comme la balance? Est-ce qu'on met toutes les pépettes sur la balance et on mesure la santé financière des salariés? Comment ça fonctionne? Alors nous, justement, on a développé un outil qui va justement scorer la santé financière d'un utilisateur et donner donc des axes d'amélioration ou des félicitations pour des choses qui ont bien été faites. À savoir que c'est toujours en fonction d'objectifs de personnes, puisque les personnes, on est tous différents, on a tous des objectifs différents. Donc, c'est vraiment en fonction des objectifs où, effectivement, on va scorer donc, cette santé financière. Et je rejoins Nicolas. En fait, nous, on fonctionne quasiment de la même manière avec ce qu'il vient d'évoquer pour engager la direction. Juste, nous, vu que c'est un sujet qui n'est pas très tendance, on va dire ça comme ça, on met en place une enquête auprès des collaborateurs pour faire remonter en fait l'information auprès de la direction. Parce que souvent la direction pense que les collaborateurs n'ont pas de problématiques financières ou n'ont pas de préoccupations financières. Et puis donc on se rend compte qu'effectivement on est à peu près tous dans le même bateau. On a tous ces préoccupations. Okay. En 30 secondes, après, on arrêtera les questions là. En quoi c'est différent des services des banques, justement, au niveau parce que Caroline Klein nous demande justement la différence. Je pense que c'est un sujet déjà dont s'empare l'entreprise. Et puis pour toutes les autres questions, je suis navrée pour les participants et vous, les intervenants, mais on va devoir s'arrêter après cette question-là. N'hésitez pas à aller ajouter tout le monde sur LinkedIn pour leur poser des questions en direct. Je t'en prie, Julien. Donc, non. Simplement, les grosses différences, c'est effectivement, ça va être vraiment l'accompagnement. On prend par la main le salarié, on l'aide à remplir ses objectifs et énormément d'éducation, puisque, en fait, il faut, comme je le disais tout à l'heure, avant d'agir, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc, énormément de transparence sur tous les produits financiers, tout ce qui existe, comment ça fonctionne, et pour pouvoir agir correctement et, dans le futur, donner du sens vraiment à ses investissements ou son épargne, ou ainsi de suite. Merci Julien. On va devoir s'arrêter là pour garder le timing. Je suis ravie d'avoir échangé avec vous sur le triptyque du bien-être au travail. Merci à tous les trois. Merci à tous les participants qui ont été nombreux et qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous, moi, pour un prochain webinaire sur les RPS et y a-t-il un pilote dans l'avion? On va savoir comment déployer un plan d'action efficace des RPS. Donc, on est un petit peu dans le suivi de ces discussions-là.
Et puis, un autre atelier QVT, mais là en présentiel à Lyon le 24 mai. La QVT, par où commencer? Je vous ai laissé les liens de ces événements dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et cliquer sur les liens pour avoir plus d'informations. Retrouvez-nous voilà, sur LinkedIn, sur les réseaux. On est connectés, on reste voilà, disponible pour répondre à vos questions chacun. Merci à tout le monde. On vous souhaite une très belle journée et au plaisir de continuer ces échanges avec vous tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Très bonne journée. Au revoir.